Voilà, il y a un petit côté bucolique comme ça, les pieds dans le ruisseau. Bon, c'est pas un ruisseau, mais... Alors voilà, c'est mon bureau. J'aurais pu m'installer dans une pièce à part parce que l'appartement le permettait, mais j'aime bien être en prise sur la vie. Donc je me suis installé à côté du living, de l'espace à vivre, avec cette vue merveilleuse. Alors le temple neuf, c'est le temple protestant qui a été construit lors de la première annexion par les Allemands. Alors, pourquoi je me sens aussi bien dans ce musée? Ancienne bibliothèque. Ça, c'est le fameux lustre monumental que j'évoque, je crois, dans Les Disparus de la Cour d'Or et qui a été installé lors de l'inauguration de la nouvelle entrée du musée en 2018. Philippe Brunella, qui est le directeur du musée de la Cour d'Or, va vous introduire chez lui, puisque c'est ici et avec Philippe qu'est née l'idée des Disparus de la Cour d'Or. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, on s'est rencontrés ici, au moment où on était en train de réaménager cet espace, l'ancienne chapelle du couvent des Petits Carmes, l'ancienne bibliothèque municipale, et c'est au moment où cette discussion a porté sur la bibliothèque municipale que les disparus de la Cour d'Or, les manuscrits, les ouvrages, les incunables disparus de la Cour d'Or est venu dans la conversation tout à fait naturellement et que je t'ai fait part de notre souhait à beaucoup d'essayer de retrouver ces ouvrages, leur destruction à la fin de la Seconde Guerre mondiale étant pas si sûre, pas si certaine que ça. En tout cas, le romancier a saisi cette opportunité pour ensuite partir vers son imaginaire. Les Disparus de la Cour d'Or, en fait, est basé sur un fait réel, à savoir la disparition de documents précieux, incunables, parchemins, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces documents ont été détruits, mais ils planent toujours un doute. On verra comment, pourquoi dans le roman. Et je l'ai construit en deux époques. Une partie qui se passe pendant la guerre 40-45, où on suit une bibliothécaire qui protège ces documents. À la fin de la guerre, ils disparaissent. Et en parallèle, on suit en 2018 un conservateur qui est à la veille de la retraite et une jeune assistante de conservation qui va l'aider parce que lui est persuadé que ces documents n'ont pas disparu. Alors oui, j'ai une passion aussi pour les chapeaux. Et ne sachant pas où les mettre, un jour j'ai décidé d'en faire une galerie. Voilà. Et l'idée a plu à Sylvie, donc oups, ma galerie, je suis en bleu aujourd'hui, donc un galura bleu, puisqu'en plus il pleut. Alors c'est le symbole du Graouli. Le Graouli, c'est une sorte de dragon qui était le chef des serpents. Et quand l'évêque Saint-Clément est arrivé ici, les paysans lui ont dit « mais c'est terrible, les serpents détruisent nos troupeaux, attaquent nos familles, nos enfants ». Alors Saint-Clément a pris son étole, l'a passé autour du cou du Graouli et il l'a conduit jusqu'à la Seille, qui est l'autre cours d'eau qui passe à Metz, et il l'a jeté à l'eau. Et il n'est pas mort, le Graouli, il n'a pas tué le Graouli, mais il l'a éjecté. Alors il y a toujours cette crainte qu'un jour il revienne. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous emmener rue Taizon. Pourquoi Taizon? On raconte que c'est la rue Taizon parce que Taizon, taisons-nous, le Graouli ne fait que dormir. Alors ici on est à la Cour des Grands, c'est une des
des librairies historiques de Metz qui se trouvent dans la rue Taison. Donc elle est ici protégée par le graouli qu'on a vu pendre dehors. Et c'est un lieu assez intimiste. Il y a un auteur, c'est une Italienne, Simonetta Greggio, que j'ai découvert il y a quelques mois. J'étais allé à la maison de Colette, invité à parler d'une journaliste à qui j'avais consacré une biographie, Séverine. Et elle était là, et je ne sais pas pourquoi, un titre a attiré mon regard. Et il y a une trilogie italienne, c'est Dolce Vita, Les Nouveaux Monstres et Bellissima. Et vraiment, j'ai eu le coup de cœur, j'ai enchaîné les trois d'un coup. En général, j'ai pas trop de difficultés à écrire. J'aime tellement ça que c'est fluide. Je crois que le moment le plus difficile, c'est celui où je vais finaliser la première phrase du roman. Alors ici on est place Jean-Paul II. Moi je préférais son ancien nom, c'était place de la Cathédrale. Mais ça c'est personnel. Et la porte Bordeaux est celle devant laquelle Gabriella attend Michel Engberg, le conservateur, qui habite juste là-haut, dans les deux chiens-ci, je crois. C'est l'appartement où vit le conservateur qui est un des personnages principaux des disparus de la Cour d'Or. Et là, c'est ce qu'on appelle le plan d'eau, qui est un espace aquatique qui a été imaginé par Jean-Marie Pelt à l'époque où Jean-Marie Pelt, botaniste, qui a été adjoint au maire de Jean-Marie Roche. Voilà. Et c'est son apport, lui qui était un des défenseurs, un des pionniers de l'urbanisme écologique, l'écologie urbaine plus exactement. Et voilà, il a fait ça. Ce qui fait qu'on a des promenades absolument merveilleuses. Alors ça c'est un petit détail, mais c'est le vestige d'une abbaye et j'adore juste ce petit détail là. L'idée de garder ça, J'écris ici à mon bureau, alors je commence toujours à écrire à la main. J'ai une passion pour les beaux carnets, donc j'en achète plus que je ne remplirai jamais. J'ai une passion pour les stylos aussi. J'essaye d'en changer de temps en temps, mais je reviens toujours au même. Alors on va faire du placement de produits. Voilà. Et puis j'ai à l'ordinateur pour les recherches éventuelles et puis pour le passage à la version imprimée. Alors lui c'est Sonny. C'est un guerrier samouraï. C'est un Akita Inu mais à poil long. C'est vraiment le nounours, hein? Voilà. Il est vraiment adorable comme chien. Non, il est impressionnant. La photo n'est pas franchement de top qualité, mais c'est mon grand-père. C'est mon grand-père, cet homme dont je disais qu'il était un magicien qui repeignait en bleu les ciels gris de mon enfance. Voilà. Alors ça, c'est... Oups. On va mettre ça là. Ça, c'est un livre qui est vraiment formidable. C'est Christian Schmitt qui a consacré un livre à la dernière œuvre de Jean Cocteau, dont je parle dans Les Disparus de la Cour d'Or. Ce sont les vitraux de l'église Sainte-Maxima à Metz, ici. Et ce sont des vitraux vraiment étonnants qui ont toute une histoire qu'on évoquera peut-être tout à l'heure si on va la visiter.
Le quartier n'est pas vraiment un quartier touristique. Quand tu vois cette petite rue ici, c'est pas tellement glamour. Et pourtant, quand tu pousses la porte de cette église, tu vas être impressionné. Et là, on le voit de l'autre côté, toutes les petites étoiles, référence à Jean Cocteau. Ces deux panneaux renvoient directement au film de Jean Cocteau, La mort du poète. Ce qui lui a été demandé, c'est de faire des vitraux, mais qui ne soient pas un motif religieux. C'est aussi assez rare que l'évêché demande à un artiste de faire des vitraux qui ne sont pas religieux pour une église. Et ici, petit détail, tu as la signature de Jean Cocteau, là. Comme ça, on voit bien que je ne raconte pas n'importe quoi. Et Brière, c'est le nom de l'homme qui a réalisé les vitraux. Ici, on a affaire à quoi? À la Belle, la Bête et la fameuse rose magique. Bon, il y aurait beaucoup à dire encore, hein, c'est sûr, mais on ne va pas faire un cours sur les vitraux de Cocteau. Et c'est quand même, je crois, la seule église où il y a des vitraux qui représentent des personnages de l'œuvre cinématographique de Cocteau. La présence romaine a quand même été importante aussi dans la région. Elle a laissé des traces. Et une de ces belles traces, c'est quand même tes thermes. Absolument. C'est les années 30. 1928, Marc François de Curelle offre à la ville 270 000 francs, c'est une somme considérable, hein, afin de construire une nouvelle aile du musée. Son papa, François de Curelle, académicien français, était un amoureux du musée, un donateur du musée. Et au moment où on construit cette nouvelle aile, on tombe, enfin il tombe, j'étais pas là, hein, il tombe sur ces vestiges qui sont rapidement identifiés, et il y en a finalement partout sous le musée, les vestiges du complexe thermal, là où les Romains, à partir du IIe siècle de notre ère, prenaient leur bain dans la ville de Metz. Alors, cette porte cochère là, qui donne sur l'arrière du musée, donc ça fait partie de l'espace du musée, tout ça. Philippe nous parlait des travaux, vous voyez que ce n'est pas des petits travaux. Eh bien, derrière cette porte, il y avait autrefois la caserne des pompiers, l'ancienne caserne des pompiers. Et quand j'étais gamin, avec mon père, on venait apporter sa gamelle à mon grand-père ici. Premier bouquin et Grand Prix de littérature policière, c'est vrai que ça fait du bien quand vous êtes investi comme ça, que vous êtes tout jeune auteur, le premier livre qui sort, l'angoisse, qu'est-ce que ça va donner? Bon, la confiance de mon éditeur, ça je savais que je l'avais, mais après, est-ce que je toucherais un lectorat? Et là, Grand Prix de littérature policière, c'est vrai que c'était le bonheur ultime, quoi. Et alors, si tu veux savoir, quand j'écris, je suis dans une période d'écriture et que j'arrive pas à ouvrir un bouquin parce que je fais tellement de recherches documentaires, il y a un auteur vers lequel je retourne systématiquement, Michael Connelly. Alors lui, mon gros drame, c'est que j'ai lu tout ce qu'il a écrit, donc j'attends le prochain. C'est en arrivant aux presses de la Cité, justement, que j'ai commencé à écrire des romans qui étaient de grandes sagas historiques. Le premier, le Paravent de Soie Rouge, qui a remporté le prix Maison de la Presse en 2002. Et suite à ça, j'en ai écrit d'autres. Puis je suis allé m'installer au Vietnam. Je pensais y vivre 1 an pour travailler à un roman se déroulant au Vietnam, à l'époque où j'y étais, donc contemporain. Au lieu d'y passer 1 an, j'ai passé 5 ans sur place. Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants.
Mais en général, j'ai le A et le Z. Et puis j'aime bien me laisser aller. Alors j'ai ma documentation, je sais ce que je veux raconter, mais j'aime bien me laisser aller au gré de la plume aussi. Et de toute façon, j'ai toujours dit, il y a un moment où c'est plus l'auteur qui écrit, c'est ces personnages qui l'entraînent. Et si on veut leur imposer, si je veux leur imposer mon point de vue et les emmener où je veux, ça sert à rien, quoi. C'est eux qui auront le dernier mot. Moi, j'ai juste à les suivre. Tout le monde connaît les glaces Micot, mais qui sait que les glaces Micot ont été inventées par un Italien à Metz? C'était justement l'originalité introduite par le créateur des glaces Micot, de mettre une glace sur un bâtonnet, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, quand on regardait le plan, le vieux plan de Metz, au musée de la Cour d'Or, j'ai dit à un moment, là c'est la rue des Tanneurs. Ouais. Tu te souviens? Alors la rue des Tanneurs, elle est juste ici. Et pourquoi la rue des Tanneurs? Parce que sur les berges, on tannait le cuir. Ça c'est une vue aérienne de Metz. Allez, on va plaisanter, Paul, c'est la première vue Google Earth de Metz, relativement exacte. En tout cas qui fait figurer toutes les rues, toutes les places, les églises, le système de fortification, les accès à Metz, les ponts sur la Moselle, la citadelle construite par les Français. Oui. D'accord. Et donc là, c'est la rue des Tanneurs. Ça, c'est la rue des Tanneurs, la rue Haute-Seille et la rue des Tanneurs. Voilà. Quand j'étais enfant et que je venais avec mes parents, chez mes grands-parents, on arrivait à la gare, ici. Il n'y avait pas encore ce tunnel. Et une gare qui a été construite pendant la première annexion, et on allait chez mes grands-parents. Aujourd'hui, le Sablon, c'est un quartier de Metz, mais autrefois, c'était un petit village voisin de Metz. Et là, on y est. On vient de franchir le passage du Sablon, c'est-à-dire le tunnel qui est derrière nous. Et voilà, ça, c'était tout le trajet qu'on faisait pour aller chez mes grands-parents. Là, on entre vraiment à partir d'ici, de l'autre côté, dans mon petit paradis d'enfance. La rue de la Chapelle, là, ça c'était entre la maison de mon arrière-grand-mère et la maison de mes grands-parents qui est un tout petit peu plus loin. C'était là que vivaient mes grands-parents. Donc moi j'habitais au rez-de-chaussée et en face il y a ce qu'on appelle ici un shoot. Alors un shoot, c'est si tu veux, on peut descendre 2 minutes, voir le shoot. C'est quoi un shoot? Un shoot, c'est un terrain vague, quoi. Il y avait une ferme, là, avec son poulailler. C'est toujours un shoot. Et là, tu vois, en contrebas, il y avait un poulailler, là. Quand tu passes là derrière, tu arrives, tu as accès à ce qui était le jardin de mes grands-parents. Ce que j'aurais envie de dire à un lecteur qui s'apprête à lire ce livre, c'est préparez-vous à acheter un billet de train pour Metz parce que là, vous allez tomber amoureux. C'est pas possible autrement. Vous allez tomber amoureux de cette ville et vous allez venir la découvrir, j'en suis sûr.